Bonus. Trax. Okay, twerp and surprisingly big man. It's 4 against 2, so what say we just call it a day, right? Whoa! They've got footprints on their faces! Are those flames on their heads? Feels like a real hazard for a paper thief. You! I'm gonna grind your bones with my fists! Ooh, that's inspired. We're both gonna grind your bones. Right. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 8e épisode et le premier de 2021, donc meilleurs vœux à tous de notre part, pour parler d'un comics qui aura marqué l'histoire récente des Tortues Ninja, l'histoire secrète du clan Foot ou The Secret History of the Foot Clan en VO. Avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai une nouvelle fois Fab, salut. Salut. Comment ça va pour 2021 ? Bah écoute, on commence comme fin 2020 à fond. On voit pas trop la différence. Ok. Et j'ai également Roméo, salut. Salut. Et toi ça va ? Ouais, bah on prépare le énième reconfinement, hein, au point où on en est. On prépare juste le suivant à chaque fois. T'as réparé ton Shellraiser ? Ouais. J'insiste pas. Et ben écoutez, pour commencer, comme d'habitude, on va commencer avec une partie news et on en a quelques-unes. La première, c'est qu'après avoir été annulé, après 2 saisons et 39 épisodes, Rise of the TMNT, ou le destin des Tortues Ninja en VF, aura le droit en 2021 à un film sur Netflix. Je crois qu'on n'en sait pas plus, hein, vous me confirmez ? On a juste un petit pitch, hein, comme quoi bah, les tortues vont se préparer à une nouvelle menace, hein, qui sont les Krang. Ouais, et voilà. C'est logique quoi. Voilà, okay. On n'en sait pas plus, mais c'est cool. D'ici là, en tout cas, il y a des chances que cette année, on regarde la série pour pouvoir vous en parler et rebondir quand le film sortira. Parce que je sais que... Oh là, j'ai perdu ma voix. Et parce que je sais que ouais, c'est une série qui m'attire beaucoup visuellement, moi, contrairement à beaucoup de gens. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça a pu rebuter au début. Et qui a l'air très cool. Alors, j'allais me lancer au moment où ils ont annulé. Donc, pour l'instant, j'ai laissé ça de côté. Mais on vous en reparlera très bientôt. Deuxième news, un titre qui semble vouloir être une news à chacun de nos podcasts d'ailleurs, l'Astronin 2, qui a priori est terminé, Fab. Exactement, c'est Ben Bishop qui a annoncé ça, donc cette fois c'est pour une news mais dans le bon sens du terme. Il est fini, il va voir le jour, reste plus qu'à avoir la date de publication qui est fixée, si je dis pas de bêtises, à début février je crois. J'aurais dit mi-février, moi. Mi-février. Genre le 17 ou un truc comme ça. Mais... Début février, c'était après le 3e ou 4e report. Après le premier report. C'est le plus important, quoi. Et là, plusieurs artistes d'IDW annoncent qu'ils sont en train de le lire. Donc ça tourne chez les insiders. On a hâte de voir ça en tout cas. D'ailleurs, est-ce que vous voudrez qu'on en reparle à chaque numéro ou est-ce que vous voulez qu'on se fasse un bilan maintenant une fois qu'on aura tout fini ? On verra après la lecture du 2 hein, si ça vaut le coup. Ouais, si ça mérite un podcast par numéro. On verra, ouais. Après, c'est pas moins intéressant de faire un format court de temps en temps, mais c'est sûr que si c'est une lecture qui mérite d'être vue sur l'ensemble avant de pouvoir juger, on y reviendra peut-être que dans quelques mois ou dans un an, on sait jamais si les délais et les reports continuent. Puis on a vu ce que ça donnait quand on faisait des formats courts. Pour finir, des Hard Toys sont sortis chez Mighty Jaxx cette semaine, je crois. Elles ont été annoncées, elles sont sorties dans la foulée. Je dis pas de bêtises, Roméo ? C'est ça, les préventes sont ouvertes depuis aujourd'hui. Donc des Hard Toys donc chez Mighty Jaxx par le designer Dan Iliad. C'est des petits enfants déguisés en tortues. Donc c'est vraiment de l'Hard Toys qualitatif, hein. On n'est pas sur la Funko Pop. Oh le tacle gratuit. Voilà, c'est le genre d'objet que j'adore, que je trouve super beau. Ah, ils sont magnifiques. Ouais. Le produit est super bien fini, il y a un vrai style à part. Donc c'est des Hard Toys en vinyle qui font 8 pouces, donc ça fait une vingtaine de centimètres. Et bon, après le problème c'est le prix, hein. On parle de $200 la tortue. Donc voilà. Bon, après, si vous achetez les 4, ça vous coûtera que $699 et vous avez un mur graffiti pour décorer derrière. Donc ça fait une petite remise sympathique.
Ah, Voilà, ça moi, va. c'est un vrai coup de cœur dans les Prodders, dans le nombre de Prodders qui peut sortir. Un vrai coup de cœur pour cette gamme-là, enfin pour ce produit-là, mais voilà, qui va rester Qui dans, va- dans, dans qui reste l'inaccessible. un fantasme pour l'instant, ouais. C'est ça. En même temps, quand tu vois le prix des NECA pour Toka et Razar, que tout le monde s'arrache, et quand tu vois ça, enfin, tu fais le choix, quoi. Parce que Toka et Razar, quoi. Bref. Ouais, ouais. Oui, et puis on n'a pas sorti on n'a pas annoncé toutes les annonces NECA parce qu'il y en a beaucoup et voilà. Je les ai même pas regardées, c'est suivez toujours, c'est qualitatif ou pas? De quoi NECA? Ouais, les nouvelles annonces, ouais. Alors comment te dire, ça dépend ce que tu aimes. C'est c'est des belles figues, hein. J'ai rien à redire là-dessus, hein. On est sur de la belle figue, même si moi j'ai une préférence pour les Ultimates de Super 7, enfin de Super 7, mais voilà, oui, le Rat King est beau, par contre les crapauds, c'est bon, quoi. Les grenouilles qui apparaissent dans certains numéros. Moi après Razar et Toka, j'ai aucune affinité avec eux. Je trouve que c'est des personnages vides, pas bêtes comme Bebop et Rocksteady, qui sont, qui ont été construits et qui ont été écrits pour être débiles. Toka et Razar, pour moi c'est vraiment le creux, quoi. Ils sont là parce qu'il fallait fallait faire de méchants. Et le maman du film, ça reste je peux pas, quoi, à chaque fois. C'est des belles figues, hein. J'ai rien à dire. Mais c'est clairement, moi, j'ai abandonné NECA. Le Toka et Razar, je les mets au même niveau que le Bebop et Rocksteady en pirate, ou la tortue électrocutée, quoi. Ouais. En fait, maintenant, je trouve que on cherche les petites bêtes, quoi, pour faire des figues. je trouve que chez NECA, ils en font tellement que, en fait, moi, ça m'a enlevé le petit goût, tu vois, du plaisir de ces figues. Parce que les premières qu'ils avaient annoncées, tu vois, c'était les tortues. Il y avait le côté nostalgique, vraiment, de retrouver ça. Et là, du coup, ils vont tous nous les faire, quoi. Il me tarde d'avoir le 72e foot du dernier arrière-plan du film, du troisième truc. Tu vois, ça m'agace, en fait, un petit peu. Ils en font tellement. Je sais qu'il en faut pour tout le monde, mais ça m'enlève le plaisir d'avoir des figues tortues, du fait qu'il y en ait tellement qui sortent à la pelle, et voilà. Donc c'est un peu dommage, malgré que, voilà, soit belle et tout, je dis pas l'inverse, mais ça m'enlève un petit peu le plaisir d'en avoir autant, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, ouais, sur ce principe de la rareté fait l'intérêt, en fait, à partir du moment où le concept est décliné 1000 fois. Bon. Dans la multiplicité des figurines, je me fais bien plus plaisir avec les Lightning Collection Power Rangers. Bon, on est un peu moins cher, hein, c'est pas la même gamme, quoique, voilà, on est entre 20 et 30 euros, bon, c'est un petit peu moins cher, mais je me fais bien plus plaisir avec un nouveau Ranger d'une nouvelle équipe que un nouveau Foot Clan ou une nouvelle variation de Bebop ou Rocksteady, voilà, quoi. Ok. Bon, on va arrêter les news là-dessus. Pas parce que ça m'énerve, mais parce qu'on était au bout des news. Et on va passer au programme principal avec l'histoire secrète du clan foot. Et Roméo, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de cette publication? Alors, ça a été annoncé en septembre 2012, une mini-série, donc à peu près un an après les publications de l'Ongoing. On était donc au numéro 12 ou 13. L'Ongoing avait commencé en août 2011. Donc ça avait été annoncé avec l'équipe créative, donc Mateusz Santoluco et Eric Burnham. Voilà, donc à peu près un an après. Et voilà. C'est un peu... ça m'étonne rétrospectivement que ça ait été annoncé en septembre. Alors j'ai pas forcément en tête tout ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'est quand même 2 mois après la San Diego Comic Con, 1 mois avant la New York Comic Con, ils auraient quand même pu faire ça. Enfin, pour moi, rétrospectivement, il y avait de quoi l'annoncer en grande pompe, en fait. Peut-être qu'à l'époque, ça n'avait pas fait un grand bruit, en fait. Bah, les tortues n'avaient pas la même aura non plus, hein. Ouais, c'est vrai. Revenait juste en comics. Le film, je sais plus où on en a été dans les discussions par rapport à Michael Bay ou pas, s'il y avait déjà eu les premiers scripts qui ont
qui ont rendu fou tout le monde. Donc j'ai plus de souvenirs de ce contexte-là. Voilà, l'annonce, Eric Burnham, qui était un scénariste qui avait fait quelques micro-séries, si je me plante pas, pour les Tortues, n'était pas un grand nom. Il a fait beaucoup de Ghostbusters chez IDW. Matheus Santoluco, donc on l'avait vu dans le TMNT 5, mais il avait travaillé un peu pour Image, pour Boom. Il avait fait notamment le comics Two Guns, qui a été adapté au cinéma avec Mark Wahlberg et Denzel Washington, si je me plante pas. Il avait bossé un petit peu pour Image, il avait fait un petit peu deux trois trucs pour Marvel ou DC, chez les New 52 notamment, je crois, mais c'était pas un grand nom encore. Donc Matheus Santoluco, Eric Burnham, et limite ce qui était le plus vendeur dans l'annonce, c'était la couverture de Raphaël Grandpa. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que donc cette mini-série est annoncée. Finalement, elle a été retardée d'un mois, donc on l'a eu elle devait sortir au mois de décembre. Finalement, ça a été janvier 2013 à mars 2013 pour 4 numéros. Et donc c'est une grosse réussite à ce moment-là. Et nous, on l'a eu donc en 2018. Ouais, dès le lancement de iComics. Il est sorti en même temps que le tome 1, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, il a été accompagné par la tournée de Santoluco à travers pas mal de villes en France. C'est bien ça. Mais Donc, après, un beau tu lancement. disais qu'ils l'ont pas annoncé en grande pompe, mais le premier numéro de Secret History, il est arrivé, il y avait que 20 singles de l'ongoing qui étaient déjà parus. Donc, les Tortues avaient probablement pas eu le temps de se faire la place qu'elles ont aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Mais, je pense que ça a joué aussi. Ça m'étonne rétrospectivement, mais c'est vrai que... alors, d'un autre côté, dans le milieu du comic, je trouve que la série a rapidement eu du succès. Enfin, j'en ai eu des bons retours de pas mal de personnes à ce moment-là. Mais oui, c'est sûr que c'est pas du Marvel ou du DC, donc c'est un peu plus compliqué à faire un truc en grande pompe sur une Comic-Con, quoi. Là, je viens de vérifier, le premier numéro, c'est 18 000 exemplaires. Ah oui, comparé à des titres, à des numéros 100 qui sortent maintenant ou des trucs comme ça. Alors, pour info, ça a été au-dessus de ce qui est sorti le même mois. Sur les mêmes eaux, c'est du Marvel Universe versus Avengers 4, Red She-Hulk 61, Dark Avengers 186. Voilà. Ok. Roméo, est-ce que tu peux continuer et nous présenter les différentes éditions qui existent? Parce qu'on l'a en France en version iComics, mais il y a quand même quelques éditions. Il y a quelques éditions et quelques très belles éditions. Donc évidemment, il y a la série avait eu droit à de nombreuses variantes cover. Donc que ce soit évidemment de Kevin Eastman, il y avait Sophie Campbell, Raphaël Grandpa, qui est la personne qui a introduit Matheus Santoluco à l'éditeur, Bobby Curnow d'ailleurs. Donc c'est grâce à Raphaël Grandpa qu'on a pu découvrir Matheus Santoluco sur les Tortues. Donc on a eu ces singles là, bon après on a eu évidemment le TPB, mais on a surtout eu des magnifiques éditions IDW via un de ces labels qui était IDW Limited, qui crée des éditions de luxe avec fourreau cartonné type Absolute. Donc je sais plus à l'époque combien il coûtait, mais c'était un bijou. Et on a eu une édition un petit peu inférieure qui est la Workout Editions, sur une couverture un peu beige, avec un shredder en gros plan, et derrière Splinter évidemment. On a sur toute la première partie le script, avec donc le script et la page correspondante, en ancré uniquement. Donc ça permet de découvrir le script avec la page ancrée, sans bulle, sans le lettrage, et de découvrir par la suite l'histoire complète, donc colorisée évidemment. Donc on avait déjà cette très belle édition qui permettait d'en voir plus, de découvrir les planches de Matheus Santoluco seulement ancrées. Et donc c'est là qu'on pouvait déjà se rendre compte que c'était une brutasse, malgré les couleurs de Joao Vieira qui sont très très belles, hein. Il n'y a absolument aucun souci sur ces couleurs, mais
C'est là où on voit déjà la brute qui est Matteo Santoluco au dessin. Voilà. Donc le script est un script commun entre Matteo Santoluco et Eric Burnham, tout simplement parce qu'à l'époque Matteo Santoluco ne se sentait pas forcément assez à l'aise avec la langue, donc il avait besoin de quelqu'un qui parlait anglais en natif pour le corriger et pour écrire avec lui, parce qu'il y avait des choses qui forcément, pouvaient ne pas des convenir. tournures de phrases, des choses comme ça. C'est ça. Donc voilà, il ne se sentait pas à l'aise, c'est son histoire. Eric Burnham n'est pas crédité en story, mais vraiment que dans le script. Et voilà. Ok. Vous l'avez découvert en single à l'époque, vous? En singles, avec toutes ces variantes cover. Ouais. Bon, peut-être pas toutes, mais avec beaucoup de variantes cover déjà. Et on en reparlera, mais c'était déjà de la violence. Moi j'ai les éditions normales, c'est les couvertures de Santoluco, je crois, justement dessus. Ouais, c'est ça. Et ben c'est quand même déjà très beau. Mais ton édition absolue là, elle me tente pas mal, faut que j'aille voir ça. Il y a plusieurs niveaux d'édition. Il y a déjà un hardcover et après une absolute qui peut être assez difficile à trouver. Même moi je l'avais pas récupéré à l'époque. J'ai juste le hardcover qui est la Workprint Edition. Mais on est sur du très très beau bouquin. Ok. Écoutez, on va rentrer dans l'histoire. Fab, est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide de ce que raconte cette mini-série? Avec plaisir. Du coup, on est sur un titre one-shot qui peut être lu indépendamment de l'ongoing. Donc c'est pour ça aussi que iComics en a profité pour le sortir en même temps que le numéro 1 pour son lancement en 2018. Et on va y suivre un petit peu les origines, enfin pas un petit peu, on va nous expliquer les origines du Foot Clan au travers ces 4 chapitres, avec l'histoire du... alors c'est un assassin en fait qui s'appelle Tatsuo, si je dis pas de bêtises. Takeshi Tatsuo, non, c'est pas ça? C'est ça, voilà, j'avais pas le prénom. Et donc, on va suivre son histoire à lui, qui, au travers des 4 épisodes, va être amené à évoluer et à rencontrer les personnages que nous, on connaît aujourd'hui, à savoir Hamato Yoshi et Orokusaki, et surtout, savoir pourquoi le Foot Clan est ce qu'il est aujourd'hui au travers de Orokusaki. Donc, on va commencer le premier numéro. Je vais pas détailler. Oui, un peu les pistes dans ton résumé quand même. Ouais, un petit peu. C'est des liens un peu plus étroits que ça entre des personnages. C'est ça, mais j'ai pas trop envie, comme c'est que en 4 chapitres. Ouais, non, je suis d'accord. Mais... C'est difficile de le... Si vous l'avez lu, soyez pas étonnés, mais oui, les liens entre personnages sont un peu plus étroits. Je veux pas spoiler, tu vois, les petites choses essentielles. Ouais. En fait, en gros, on va suivre l'ancêtre de Orokusaki jusqu'à Orokusaki. Ouais. Et surtout, du coup, la création du clan et ensuite les différents shifts de pouvoir au sein du Foot Clan et le lien avec l'histoire de Shredder aujourd'hui, en fait. Et du coup, en vrai, sachez que je suis super perturbé parce que depuis tout à l'heure, Roméo nous balance dans le petit chat des covers du Super Secret History of Foot Clan et c'est super perturbant. Elles sont trop belles. Donc c'est encore moins évident comme exercice. Oui, parce que en plus, IDW Limited avait lancé des blank covers pour tout vous dire. Donc là, je balance aussi des covers originales de John Soro Mariva ou Don Duncan en commission. Et voilà, c'est beau. Et unique. C'est ça. C'est mon petit kink pendant les podcasts, de perturber les gens pendant qu'ils parlent avec des beaux dessins. Mais des fois, ça se termine en commande de planche originale, donc c'est mal. Bon, du coup, reprenons. Tu veux rajouter quelque chose sur l'histoire ou on développe peut-être un peu quand on donnera nos avis dessus? Ouais, je pense qu'on va développer parce que ce sera plus simple d'en parler plus en détail sans trop spoiler. Je vais juste rajouter l'histoire du Foot Clan en soi, elle est c'est pas une nouveauté, hein, plusieurs versions avaient déjà exploré
ce côté-là, avec une histoire ancrée dans le passé, et comme quoi on est vraiment sur un clan historique et pas quelque chose qui crée et des petits voyous qui volent des télés à New York, hein. Et Donc, qui fume des notamment petites cigarettes mentholées. Ouais, c'est ça. Et qui te donne le choix entre normal et mentholé. Donc la série de 87, je crois qu'on avait rapidement parlé, mais surtout dans les comics TMNT Adventures. Voilà, c'est quelque chose qui était déjà existant, mais pas forcément connu du plus grand public, parce que c'était pas dans les itérations les plus connues. Donc là, chez IDW, on avait eu déjà un premier aperçu avec le TMNT 5, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, parce que c'est un déjà avec bijou. Santoloco. C'est ça. Et donc là, on apprend plus vraiment sur le background. Donc voilà, nous pour le grand public, le Foot Clan, c'est les robots du dessin animé qui permettent aux tortues d'utiliser de la violence, parce que c'était pas des humains. C'est les petits voyous et les ninjas qui sont en pyjama dans le film. Mais voilà, il y avait pas forcément le background pour beaucoup. Donc c'était vraiment l'itération du grand public qui permettait de découvrir plus d'histoires et de mettre une vraie menace derrière le Foot Clan, et notamment pourquoi le pied. Oui, et vous savez que je me suis posé la question de si j'avais tilté exactement sur la première case du pied, justement, à la première lecture, parce qu'en le relisant, je me suis dit, tiens, je me souvenais plus de cette case, quoi. Mais bref. Écoutez, on va passer à vos avis sur cette mini-série, en commençant par toi, Fab. Mais je l'avais pas relu depuis sa sortie française, en fait. Donc je l'avais lu à l'époque en single, en parution normale. Je ne l'avais pas relu, pareil, depuis sa parution VO, quand il y a eu la sortie française en 2018. J'avais énormément apprécié le relire. En plus, comme c'était au format relié en français, même si c'est pas de la VO, tu vois, c'est quand même plaisant d'avoir une lecture beaucoup plus fluide, parce que j'avais pas le même niveau d'anglais à ce moment-là, donc c'était quand même un petit bonus, quoi, de l'avoir en français. Et du coup, là, je l'ai relu. Alors, c'est tout frais, hein, parce que j'ai pu le relire que ce soir. Et franchement, maintenant, avec tout ce que j'ai lu depuis, le relire, il y a tellement de choses qui m'ont frappé, qui m'ont vraiment fait plaisir à la relecture, en me disant « Ah purée, mais ce détail, en fait, je l'avais complètement oublié, ou j'y avais pas prêté attention. » Tu parlais tout à l'heure de la case avec le pied. Eh bien, c'est typiquement le genre de détail, tu vois, que j'avais pas forcément pensé. À un moment, quand on voit le père de Orokusaki qui parle avec... donc c'est Oroku Magi, ou Magi, je sais pas comment on dit, qui parle en expliquant que en fait, son fils c'est la réincarnation de Tatsu. Ben, je m'étais dit, tiens, j'avais pas prêté attention, tu vois, à ce détail-là, aussi poussé, et à la relecture de tout ce que j'ai lu maintenant, toutes les idées qu'il y a dedans, plus de force, il y a vraiment beaucoup de choses, et j'ai adoré le rythme de narration, le récit, comment ça passe. En fait, c'est un peu... je comparerais ce titre, tu vois, à un peu une je sais pas si c'est le terme, mais une allèle d'ADN, tu vois, une ellipse, un hélix, où en fait, les histoires, elles se suivent parallèlement et elles s'entrecroisent, mais toujours en se répondant et en apportant un peu plus l'une à l'autre, que ce soit dans les phases du passé ou dans les phases du présent. Et Roméo, je te vois derrière ton clavier, je te vois, t'es le mal. Et du coup, je trouve que ce numéro en one shot, vraiment, moi, ça m'a fait énormément plaisir de le relire ce soir, et j'y ai trouvé encore plus de force à la relecture, en fait, au final. Roméo? Moi, pour être original, je vais dire que j'ai adoré. Le truc, c'est que je suis retombé sur la critique du 1 que j'avais faite sur Comics Blog. Parce que j'avais des doutes sur la série, en me disant la licence, ça faisait qu'un an, hein, mais
comment est-ce qu'ils vont l'exploiter, est-ce qu'ils vont pas faire que du réchauffé, et j'avais peur un peu de justement ces origines du Foot Clan, parce que à la lecture de l'ongoing, il n'y avait pas besoin d'en connaître plus. Voilà, ça se suffisait, il n'y avait pas de zone d'ombre. Et là, j'ai relu ma critique, et il y a ce que je dis, c'est texto, il n'y a aucunement besoin de suivre la série régulière pour apprécier les qualités indéniables de ce titre. Je ne dirais même qu'il n'y a même pas besoin d'apprécier les Tortues Ninja. Donc ça résume tout, on en reparlera. Mais voilà, la balance Japon féodal présent, ça se répond parfaitement. Il n'y a pas de coupure entre les deux. On suit tout parfaitement. La galerie des personnages est parfaitement utilisée aussi, hein. Que ce soit Karai, que ce soit Alopex, même Kazé, April, on a une des April les plus classes depuis très longtemps sur ces pages. Pareil, ça faisait un moment que je l'avais pas relu, là quand je l'ai relu, mais cette April là est géniale. C'est pas la bimbo qui se fait kidnapper par Bibo Peroxidi, et voilà. L'ajout du professeur Miller qui a ses connaissances du livre, et donc qui fait ses recherches, et donc il se retrouve c'est un historien, un historien qui se retrouve pourchassé par les tortues et par le Foot Clan, et très bien pensé. Ça permet de faire ce lien justement avec le passé et les pages sur le Japon féodal. Oui, c'est ce genre de trope pas du tout original, mais très efficace. Bah, c'est pas original, mais il faut le réussir. C'est toujours ça le truc, en fait. Efficace, là, ouais. On peut faire dans le classique, et ça revient à notre discussion sur le A Christmas Carol qu'on a eu pendant l'épisode de Noël. C'était le numéro de Noël. C'est classique, c'est connu, mais si c'est réussi, bah pas grave, ça marche très bien. Donc voilà, moi je l'avais adoré. Ça a été le numéro 5 avait été mon premier, vraiment ce qui m'a fait tomber vraiment dans les Tortues Ninja d'IDW, et a donné l'envie d'aller plus loin. Et ça a été les clous qui ferment le cercueil pour moi. Ça a été une confirmation que Matteo Santoluco était un très très grand, et que j'aurais adoré le voir sur la série régulière, même si j'adorais Dan Duncan. Tant mieux pour nous, il arrive peu de temps après, hein. Voilà, donc moi ça a été la confirmation qu'il construisait un grand univers. Et pour l'avoir relu donc cette semaine, et ben, j'en ai encore repris plein la gueule, parce que comme l'a dit Fab, hein, il y a plein de petits détails qui nous sautent aux yeux, que je n'avais pas que j'avais revu à d'autres lectures, mais pas forcément la première. Il y a toujours des pages qui m'ont fait bloquer, en me disant ouais, il y a toujours le wow effect, la dernière page de l'équivalent du premier single, je crois. Ouais, je sais plus si c'est le premier ou le 2. C'est le premier. Si on pense à la même, mais voilà, j'ai eu le même effet waouh cette semaine en le relisant. On reparlera des pages plus tard. C'est bien le premier. Voilà. Donc c'est un indispensable des Tortues. C'est un indispensable, pas forcément que des Tortues, mais même en comics. Voilà, j'avais mis 5, je remettrai 5 tous les jours. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, ça sera pas une surprise de dire que j'adore aussi. Alors c'était ma première relecture. Je lis et regarde beaucoup de trucs pour revenir régulièrement sur des trucs que j'ai déjà lus, même si j'aimerais bien. Donc là c'est l'occasion parfaite en fait pour ce podcast. Mais comme vous l'avez dit, la relecture ramène beaucoup de choses, parce que c'est une mini-série qui trouve écho jusqu'au numéro 100, donc et à Shredder in Hell. Donc forcément la relecture après tout ça apporte quelque chose de plus. Cependant, à l'époque, j'avais déjà adoré. Moi, je me souviens qu'un des trucs que j'avais vraiment beaucoup apprécié, tu le teases un petit peu avec cette dernière page du numéro 1, c'est vraiment l'interconnexion de tout dans l'univers, la construction de l'univers qui prenait encore plus de forme à travers la mini-série. Que je trouvais vraiment je trouvais ça solide quoi, dans la construction. J'étais assez impressionné, et franchement ouais, ses origines et cette histoire racontée donc principalement sur Orokusaki,
et enfin qui explique les origines du foot, mais aussi les origines de Rokusaki et du schisme avec Hamato Yoshi. Et franchement, j'étais très impressionné. En plus, à côté de ça, c'était hyper beau. Franchement, on n'a pas encore assez dit à quel point cette mini-série est belle. Du premier au dernier numéro, et puis elle nous en donne, on a du combat, on a de la course-poursuite, on a un petit peu de tout, et on a du Japon féodal, on a du présent avec des tortues pour moi c'est la quintessence des tortues de IDW, c'est ce dessin de Santoluco des 4 frères, et ce Mikey que je trouve parfait. Et surtout, on a un trait encore très brut qu'il a beaucoup plus arrondi par la suite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le pire, c'est que c'est que le début. C'est de mieux en mieux après. Mieux, je sais pas, c'est différent. Enfin, mieux, ouais. Sachant que lui, il déteste ses dessins de l'époque. Hein. Ouais, pour lui avoir fait amener mes planches à signer, où j'en avais de 2 époques, puisque j'ai le 65 et le 23 aussi. Et ben, il déteste ses anciennes planches. Alors que c'est quand même super beau. Mais voilà, en tout cas en ce qui me concerne, c'était une grosse branlée, et c'était en plus seulement un précurseur à ce qu'on aurait plus tard avec Shredder's in Hell, donc Shredder in Hell. Donc ouais, un très bon titre. Sur ce, est-ce que on a un peu teasé la question tout à l'heure, et ID Comics a dû se la poser pour lancer ça en même temps que le numéro 1 en 2018. Est-ce que c'est vraiment le point d'entrée parfait pour l'univers des Tortues Ninja d'IDW ? Alors j'ai envie de dire oui, mais aussi non. Oui, parce que c'est un one-shot qui est autocontenu, et quand on a envie de ça, on a envie d'en lire plus. Non, parce que tout ne sera pas aussi bien. Ouais. Ah oui, tu veux dire que c'est le risque d'être trompeur en fait ? Non, et ça ne sera pas trompeur, mais si... On t'invite à une raclette, on te sort du putain de fromage, puis après on te sort le gruyère, tu seras déçu. Même si c'est bon le gruyère, hein. J'adore le gruyère. J'aime beaucoup cette analogie. Merci pour ça. Et on a tous eu une fois besoin d'avoir recours au gruyère râpé parce qu'il y avait plus de fromage à raclette. Mais donc, du coup, est-ce que... Alors, j'ai envie de dire, est-ce que le numéro 1 à côté, le tome 1 en VF, qui correspond au tome 5 en VO, c'est pas une façon d'équilibrer un peu les choses en leur disant regardez, à côté vous avez ça aussi quand même. C'est ça. Ah oui, c'est un contrepoids parfait, parce que bon, le 1 est très décrié. Moi je suis pas si critique que ça. Il est pas du même niveau que le reste, il est pas du même niveau que la suite, parce que derrière on se tape Cityfall, hein, faut pas l'oublier. Mais voilà, c'est comme on disait, il est pas à jeter non plus. C'est ça, mais par contre c'est pour dire, ça permet de dire, non mais c'est aussi ça les tortues, persévèrent. Faut persévérer, c'est juste ça. Donc c'est un point d'entrée parfait, parce que déjà, entre acheter un tome 1 en lui disant il y a 11 tomes derrière et c'est pas fini, tu vas t'en taper encore, tu vas en avoir 12 autres si tu veux arriver jusqu'à la fin, ça peut faire peur. Par contre, tu offres ou tu fais découvrir avec l'histoire du secret du Foot Clan, il y a un goût de reviens-y qui est obligatoire. Enfin, j'ai pas lu une personne déçue. J'ai discuté avec personne qui a été déçu de ce tome, qui n'a pas pris une claque par Matteo Santoluco. Et ça a été le lancement d'iComics Tortue Ninja avec la tournée de Matteus. C'était un beau succès. C'était un succès et c'était parfait. Donc, il n'y a pas eu malheureusement le même succès pour le reste de la série. On va pas répéter ce qu'il en est des ventes, mais ouais, c'était parfait pour accrocher au moins un petit groupe de lecteurs sûr. Et voilà. Donc voilà, c'est le point d'entrée parfait, évidemment que c'est le point d'entrée parfait. Et toi, Fab, t'en penses quoi ? Globalement, la même chose que Roméo. Je rajouterai juste deux, trois petites choses. C'est que ça a l'avantage d'être un tome qui peut, comme Roméo disait, qui peut être offert à quelqu'un qui connaît pas l'univers, qui va pas forcément le suivre derrière. Il a là une histoire qui, au final, est tout ce que peut être un comics, avec
un peu sa partie super-héros, sa partie action, sa partie histoire qui te donne du background, qui te donne forcément envie, tu vois, d'en savoir un peu plus. Et je trouve que ouais, ça fait vraiment un bon point d'entrée. Pas forcément dans l'univers des tortues, enfin, pas forcément dans la série des tortues, mais dans l'univers des tortues. Parce qu'on te donne toute la palette des personnages principaux sur un tome en 4 chapitres, suffisamment riche, suffisamment bien écrit, pour que tu arrives à te faire une idée de ce que tu aimes ou ce que tu ne peux... Enfin, ce que tu aimes moins dans l'univers des tortues. Et je trouve qu'il a cette force-là. En fait, au final, en peu de pages, il a un impact assez fort. Et justement, moi d'ailleurs, on avait invité Margot là, pour l'épisode sur le tome 0, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça. Et moi, j'allais chercher à la librairie mes BD Tortues, et j'y avais proposé de commencer par ce tome-là. Et c'est de par là qu'après, elle a accroché sur la série. Donc, comme c'est ce que disait Roméo, c'est vraiment un tome que... On n'a pas le chaland avec ce tome, je trouve. Ouais, mais du coup, tu as fait la parfaite transition avec mon avis et la deuxième partie de la question, en fait. C'est que mon avis, c'est que non, c'est pas un bon point d'entrée, enfin un point d'entrée parfait pour l'univers d'IDW, mais en effet, comme tu le dis, Fab, pour découvrir les comics Tortue Ninja et avoir envie d'en lire. Mais je le considère pas comme un point d'entrée parce que pour moi, mais en plus tu le disais Roméo, c'est que c'est pas, ça reflète pas ce que tu vas lire après des Tortues Ninja. Ça t'explique pas. En fait, c'est du background, mais ça vient pas te mettre en situation, je trouve. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi je le vois comme ça. Et en fait, j'ai du mal à visualiser de commencer par ça. En se disant que ça donne les bases. Pour moi, c'est en effet juste un petit apéro de... regarde, c'est un truc que tu pourras lire en lisant les comics Tortue Ninja, donc qui va te donner envie de le lire, mais qui sert... Enfin, je le visualise pas comme un point d'entrée. Mais après, peut-être qu'on dit tous la même chose et que c'est juste de la sémantique. Donc, On est tous d'accord sur un point aussi, c'est qu'on a encore plus savouré à la relecture parce Exactement. qu'on a lu énormément de Tortue derrière. Donc c'est pas anodin non plus. ouais, bien sûr. D'ailleurs, ceux qui lisent actuellement la VF, au tome où on en est aujourd'hui, eh ben, même à ce niveau-là, je leur recommanderais une autre lecture, parce qu'ils vont encore voir des choses qui apparaissent et qu'ils n'auront pas prêté attention à la lecture du tome quand il est sorti, parce qu'ils n'avaient pas justement le background et toute l'histoire qui a été construite derrière. Et c'est vraiment à la relecture, voilà, comme Roméo disait, comme tout ce qu'on a dit ce soir, quoi, c'est vraiment un titre qui gagne en relecture. Ouais. Alors tiens, d'ailleurs, tu me fais penser, je vais faire un petit aparté Twitter, puisque sur Twitter, cette semaine, on nous a demandé... Il y a quelqu'un qui s'inquiétait, en fait, qui lisait les TMT classiques, donc ceux de l'époque Mirage Studio, et qui avait peur de se lancer dans l'ongoing d'IDW, de peur de se spoiler les comics d'origine. Si vous êtes dans ce cas, n'ayez pas peur, parce que tout simplement, ça va pas vous spoiler, c'est pas le même univers. Il y a beaucoup de choses qui s'en inspirent, donc vous aurez un peu ce même effet que ce qu'on a avec ce tome, c'est-à-dire que vous allez y retrouver des références croisées dans tous les sens, en fait. L'un va vous faire penser à l'autre et vice-versa. Et c'est franchement pas désagréable comme effet. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai pas cité tout à l'heure. J'ai particulièrement aimé une petite pique, référence / pique. Du coup, je pense que c'est aux origines du film. Quand il y a la remarque sur le fameux professeur qui voit les tortues et pense que c'est juste des animaux qui ont regardé trop de films de kung-fu et qui imitent les humains. Ce qui est pour moi une référence totale aux origines de Splinter. Dans le film, et ça m'était totalement passé sous le nez à la première lecture, justement. Et c'est quelque chose que tu apprécies plus en ayant revu le film depuis et en relisant le comics derrière. Vraiment, il y a un croisement total pour moi de toutes les œuvres Tortue Ninja qui permettent des grilles de lecture croisées dans tous les sens, et c'est quelque chose que j'aime particulièrement avec cet univers. En fait, je visualise pas d'autres univers fictionnels dans lesquels quelque chose comme ça existe, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez unique.
Bah, comme ça, en réfléchissant rapidement, j'ai rien qui me vient non plus. Ok. On a parlé de Matheus Santoluco et du fait que derrière, il va commencer à écrire les Tortues Ninja. Et on en parlait tout à l'heure. Plus tard, il écrira, dessinera Shredder in Hell sur la fin du run de Tom Waltz. On reparlera de lui plus spécifiquement dans un numéro spécial un jour. Alors, ce ne sera pas forcément un podcast d'1 heure, mais un spécial de 30 minutes ou quelque chose comme ça. En attendant, est-ce que dans ce tome, il y a des dessins ou des planches ou des scènes en particulier qui vous ont marqué? Fab? Oh ben, T'as 2 heures complètement. devant toi? C'est ce que j'allais dire. On va commencer à la page 1. Vous me comprenez, Bah, Allez, je vous en laisse 2-3 chacun. allez, 2-3 chacun. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle où on voit Donnie qui met un grand coup de beau dans les escaliers. Mhm. Avec tout le combat et Shredder qui apparaît en arrière-plan, tu sais, avec un effet un peu fisheye. Ouais, Euh, c'est la fin du numéro 2. Du chapitre 2, ouais, voilà. Donc, La composition est folle. cette page, c'est vraiment un truc... moi, elle me rend folle, quoi, vraiment. Enfin, elle me rend folle. Cette page me rend fou. Et c'est vraiment une page que j'adore. Après, c'est beaucoup de petits détails, surtout les mimiques et les têtes des tortues, sur un échange entre deux tortues ou deux personnages ou autre. Ça me fait trop rire. Comme par exemple, quand Mikey il découvre qu'il a des talents cachés pour lire le japonais Incroyable. et qu'il se rend compte qu'il va pouvoir lire encore plus de mangas. Et juste cette case-là, la tête qu'il fait, tu vois le bonheur dans ses yeux, tu vois, il a des étoiles, c'est vraiment... C'est magique, quoi. Et il y a la première apparition de Krang aussi. La dernière page du tome. Du numéro un. du numéro. Ouais. Je l'avais noté aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment des pages qui me restent comme ça. Après, c'est beaucoup de mise en page et de références à d'autres choses que j'ai beaucoup aimé. Mais je vais vous en laisser aussi, donc je vais garder cela. Oh, vas-y, hein, tu peux en lâcher une autre si tu veux, s'il y a quelque chose vraiment qui t'a... La toute dernière, alors attends, que je te la retrouve. En fait, c'est la page où Orokusaki il est face à Kitsune et où on a toute cette comment ça s'appelle, quand elle lui rafraîchit la mémoire, tu sais, avec le nuage couleur ouze. Oui. Et ben je trouve cette page en fait elle est ultra efficace parce que tu as Ça tout résume l'essentiel. Ouais, voilà, ça résume tout en une splash page. Vraiment trop belle, quoi. C'est un truc... Il en a fait dans le même style pour Shredder in Hell. Oui, justement. C'est ce que j'aime particulièrement, quoi. Du coup, Manu ou Roméo, quels sont les vôtres? Déjà, bon, je vais pas redire celle avec le fisheye, le dernier du numéro 2. Il y a pendant une scène d'action Karai qui tire des flèches Oh oui. avec Dans les le numéro flèches. 3. Ouais, dans le numéro 3 avec les flèches qui sortent sur la case du dessous où t'as Leonardo et Raph qui détruisent les flèches. Je l'avais noté aussi, ça me permettra de parler d'autres. Voilà, après moi j'aime toutes les premières pages donc sur la légende du guerrier de Tatsuo dans la neige, que je trouve impressionnant dans son découpage, dans la violence, dans le dynamisme. Donc c'est vraiment tout ce passage là. Et sinon c'est bien évidemment c'est une page avec Leonardo quand ils sont dans le van, ils viennent de partir, de semer à l'Opex. On a en gros plan appris les casets avec Leonardo qui analyse les dires du Dr Miller, et juste en dessous le Leonardo qui sort il est immortel sans son bandeau parce qu'il est blessé, qui se l'est mis sur le bras. Voilà, c'est le Leonardo le boss, quoi. Mais ouais, majoritairement finalement le rythme est très bien géré sur les dessins entre les scènes d'action, avec des personnages ultra expressifs, donc des personnages voilà, Mikey qui est étonné de plein de choses, on voit un Raph en mode violence très facilement,
Je comprends quand Mathéus dit que c'est pas ses tortues préférées, hein, parce que sur certaines, le style assez brut est bien loin de ce qu'il fait maintenant. Donc je comprends tout à fait que Matteo Santoluco aime moins ça. Les couleurs de Joao Vieira sont sublimes. Et petit bonus pour la Halopex de Matteo Santoluco. Il y en a une case à un moment. Attends, j'en parle, je crois. Ah. Ouais, Elle fait peur. Où elle montre les dents. Ouais. Ah non, c'est pas... Bah, c'est sur cette page-là, ouais. C'est sur cette page, bon, je te laisse en parler. Mais voilà, on a déjà un grand Mathéus dessus. Bon, je pense que autour des micros, on a tous des planches de cette histoire-là, parce qu'on est tombé amoureux rapidement dessus, hein, et elles étaient très abordables, même quand elles étaient pas en promo, comme on a parlé pendant notre épisode de Noël. Voilà. D'ailleurs, on fera un petit tour sur lesquelles pages vous avez. Bah, sur celui-là, j'en ai pas. Ah, t'en as pas sur celui-là? Non, j'en ai avoir deux. Ah, d'accord. Ouais, j'ai que de l'ongoing, ouais. J'ai 26, 28 et 65 en numéro. D'accord. Donc du City Fall et le Christmas Special. D'accord. Je pensais que t'en avais une de celui-là. Non. Bon, bah, je te laisse, avant de dire tes pages marquantes. Bah écoute, j'avais noté les flèches de Caraï, j'avais noté la dernière page du tome 1. Il y a un passage dont tu as parlé, moi j'avais une page précise dans ce passage, c'est en fait la page 2 du premier numéro. Donc c'est quand Tatsuo saute, on le voit au fond qui saute avec l'armée en dessous, que je trouve magnifique. Et je trouve qu'elle a un équivalent dans l'autre sens à beaucoup plus petite ampleur, justement dans le numéro 3, et là c'est Alopex qui saute sur le van, et on la voit dans l'autre sens par rapport à Tatsuo sur la page 2 du numéro 1. Qui saute sur le van, et du coup c'est après elle atterrit et elle montre ses dents, mais rien que cette case où elle saute sur le van, on la voit de son point de vue, enfin un peu plus haut que son point de vue, même en hauteur avec le van bien plus bas. Je trouve cette page magnifique. Et après du numéro 2, alors il y a la course poursuite dans le numéro 2, parce qu'une course poursuite dans Tortue Ninja, je trouve ça toujours cool, et que celle-là en plus c'est très dynamique, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et enfin pour finir, une page du numéro 2, alors quelques pages avant le fiche Eye dont vous avez parlé, il y a une page où le haut de la page c'est Kaze et April qui discutent dans l'ascenseur. Et la seconde case c'est l'ascenseur qui s'ouvre sur beaucoup de membres du Foot Clan. Et après la troisième case c'est une case des 4 tortues et de Splinter qui commencent à se mettre sur le Foot Clan avec Mikey qui crie Trick or Treat, donc une farce où un bonbon ou une farce, c'est la fameuse phrase d'Halloween aux États-Unis. Et je trouve, rien que cette case, je la trouve absolument exceptionnelle. Et dans la composition entière de la page, encore meilleure. Donc, franchement, cette planche, si je pouvais la posséder, je serais très heureux. Mais elle a dû partir il y a bien longtemps. J'espère que c'est pas toi qui l'as, parce que sinon, on va falloir discuter. Non. Et pour revenir sur la page du numéro 2, donc de Tatsuo qui saute sur l'armée. La page 2 du numéro 1, tu veux dire. De quoi? La page 2 du numéro 1, tu veux dire. Oui, plutôt. la page numéro 2, quoi. Ah oui, c'est la page du numéro 2, alors, c'est pour ça. Ah, ça va. Là, les couleurs, je ferai une photo des deux en comparaison. Donc oui, le dessin est magnifique, mais le travail sur les couleurs sublime vraiment le dessin. Attends, est-ce que t'as 7 pages? Non, parce que la version dans le hardcover, c'est des versions ancrées. Oui, non, mais j'ai eu peur que tu aies cette planche originale. Et... Sinon, il a arrêté le podcast, là, il venait de casser les jambes. Non, c'est pas cette page de ce numéro que j'ai. Ok. Écoutez, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce tome, sur Santoluco, sur Burnham, sur je sais pas. Burnham, c'est peut-être un peu tôt, on en parlera dans un autre podcast d'une autre franchise plus tard. Ouais, il semblerait. Moi, c'est celle 5 pages après que j'ai la deuxième page avec les tortues. Ah ouais, stylé. Donc Okay. celle où Léo fait chute à Raph. Ok. Donc quelque chose à rajouter ou pas, Fab? Comme ça, je dirais non. Relisez-le si vous l'avez, parce que vous apprécierez encore si vous plus. l'avez pas, lisez-le. Voilà, tout à fait. Et on va dire une chose qu'on a souvent dit aussi depuis le début de Tales from the Sewer.
Vous avez pris une claque avec Shredder, avec The Secret History of the Foot Clan. Alors je vous annonce tout de suite, pour Shredder in Hell, vous n'êtes pas prêts. Non, clairement. Pas du tout. C'est exactement ce que tu m'as dit avant que je lise quand j'ai fait mon rattrapage de retard il y a 1 an peut-être. C'est ça. Et oui, j'étais pas prêt. Ouais. Mais le pire, c'est que toi, comme tu as eu du retard, tu as pu le lire à la suite. Ouais, j'ai Nous, tout lu d'un coup. Au milieu, il s'arrêtait au milieu. Ouais, en fait, du coup, je sais plus, j'avais à ce moment-là, le numéro 100 était sorti, et j'étais au 75. J'avais un quart de la série à lire et j'ai tout enchaîné et c'était magnifique. Et l'alternance entre l'ongoing et Shredder in Hell sur la fin, parce que je l'ai fait dans les règles, et ben c'était intense quoi. Et moi, j'annonce, j'étais très frustré pour Shredder in Hell parce que je les lisais une semaine avant. Pendant une semaine, je pouvais en parler à personne. J'avais juste envie d'en parler à des gens, d'échanger sur le numéro et voilà, c'était pareil. Je comprends, mais c'est un problème de riche, ça. C'est un problème de privilégié. Ne remue pas le couteau dans la plaie des privilégiés. C'est pas le moment pour Manu. Attention, c'est encore frais. Eh bien, écoutez, on va se laisser là-dessus. On se retrouve très bientôt pour un sujet qu'on n'a pas encore déterminé, mais on en a beaucoup. On en a fait une liste pendant les vacances et il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut traiter prochainement. Donc on devrait se retrouver très bientôt avec un rythme comme on en avait fin 2020, si tout se passe bien. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres podcasts de l'équipe ou du Coin Pop, parce que le Coin Pop va être très actif prochainement. Toi, Fab, tu as des podcasts en ce moment ? J'ai pas encore organisé le planning de diffusion, mais ça viendra. Ok, très bien. Eh ben, on sera à l'écoute. Et sur le Coin Pop, du coup, vous avez la fin du cadran pop la semaine prochaine. Enfin, pas la fin, mais la fin pour l'instant, puisque Discovery vient de s'arrêter et Lower Decks va être diffusé. Donc, on aura un podcast sur Lower Decks en one-shot. Et il y aura YMCU qui, toutes les semaines, va vous parler de Vendavision. Et on a aussi plein de trucs à côté. Donc voilà, vous serez pas déçus normalement si vous avez du temps de trajet pour aller au boulot. En ce moment, c'est un peu compromis, mais il y a quand même pas mal de gens qui font quand même des trajets pour aller au boulot. Tout le monde ne bosse pas dans le service. Désolé, c'est un biais professionnel. Mais n'hésitez pas à lancer le podcast en voiture, vous verrez, ça passera tout seul. Et donc je devrais revenir dans d'autres spin-off de Le Coin Pop. Ouais. Dans les mois à venir. Ouais, dans les mois à venir, au printemps, début du printemps. C'est ça, ouais. Et surveillez les réseaux, on vous prépare du petit concours pour gagner des FCBD TMNT de 2019 et quelques variantes de IDW. Ça me fait penser qu'il faut que je vérifie si je l'ai ou pas, il me semble que c'est celui-là que j'ai pas eu. Donc garde-moi un petit FCBD. Il faudra retweet plus follow. Je crois que ça devrait aller. Écoutez, merci et à bientôt. Salut. Ça marche, salut.